L'Afghanistan est beaucoup de choses, mais dans cette vidéo, je voudrais en souligner deux en particulier. D'une part, c'est ce que l'on appelle le pivot géographique de l'histoire. C'est très beau comme expression. Comment la géographie influence l'histoire, le destin du monde. Dès l'âge de bronze déjà, l'Afghanistan a les plus gros gisements d'étain connus du monde antique. Et avec l'étain, on fait le bronze, qui est beaucoup mieux que l'arsenic du premier bronze. Et le bronze est nécessaire à tout pour les civilisations minoennes, mycéniennes, hittites, égyptiennes. On en fait des sculptures, des vases, des armes, des chars, des arcs, des pointes de lance. Et c'est la base de la domination économique, culturelle et militaire à la fois. Un peu comme dans Civilisation. Si vous voulez une victoire culturelle, il vous faut du bronze. Si vous voulez une victoire scientifique, il vous faut du bronze. Si vous voulez une victoire militaire, il vous faut du bronze. Et l'étain se trouve en majorité jusqu'en Afghanistan. Donc ça fait tranquillement 4000 ans que l'Afghanistan est un pays important pour le destin des civilisations. Et ce n'est pas pour rien qu'Alexandre le Grand ira jusqu'en Afghanistan. En Afghanistan et au Pakistan se trouve l'Hindu Kush, qui signifie littéralement le tueur d'Indiens. Donc contrôler l'Afghanistan, c'est contrôler le ventre mou de l'Inde, c'est contrôler de quoi menacer l'Inde. Certes, maintenant l'Inde est nucléaire, mais c'est récent. Quand l'Inde n'était pas nucléaire, quand des Maharajas pouvaient littéralement, selon témoins, se faire des abris de jardin en rubis massifs, en empilant des rubis, eh bien, à contrôler l'Afghanistan, c'était pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, l'Afghanistan est une des réserves d'or archéologiques les plus grandes au monde, si ce n'est la plus grande, devant les Caraïbes, avec tous les doublons espagnols, toutes ces pièces de 8 qu'on appelait comme ça parce qu'on pouvait les couper en 8 morceaux égaux. Eh bien, l'or d'Ahmad Shah, le fondateur de la nation afghane moderne, n'a jamais été retrouvé. Les Russes l'ont cherché pendant l'occupation de l'Afghanistan dans les années 80, sans jamais le trouver. Mais dans le même temps, les Russes avaient fait du commerce d'artefacts afghans falsifiés parce que les artefacts métalliques ne pouvaient pas être datés au carbone 14 et même jusqu'à certains musées russes s'y sont laissés prendre. Donc l'Afghanistan a toujours jouer un rôle stratégique dans le destin du monde. Et c'est la raison pour laquelle les Britanniques et les Russes se la sont disputés au XIXe siècle dans une rivalité que l'on a appelée entre-temps le Great Game et dont de grands acteurs ont été Rudyard Kipling et mon idole Sir Richard Francis Burton, qui parlait 29 langues couramment, était grand maître d'escrime, d'hypnose, diplomate, espion, soufi, ce que vous voulez. Ce Great Game, aujourd'hui, se joue entre les États-Unis, la Russie, l'Inde et la Chine. Et ce n'est pas pour rien que depuis le départ des Américains d'Afghanistan, le nombre de consulats indiens dans le pays a triplé, ainsi d'ailleurs que le nombre de représentations diplomatiques chinoises. En plus d'être un pays hautement stratégique parce que la case la plus centrale de l'échiquier le plus central, je m'explique. Le plus grand continent du monde, avec le plus de sources de croissance économique au monde, avec le plus d'échanges au monde, la route de la soie, aujourd'hui la route des hydrocarbures, c'est l'Eurasie. Le centre de l'Eurasie, c'est l'Asie centrale. Le centre de l'Asie centrale, c'est l'Afghanistan. Aux échecs, les cases qui valent le plus cher sont les cases du centre. Raison pour laquelle les Français et les Anglais ont failli se faire la guerre à la fin du 19e siècle pour Fashoda, qui était au centre de l'échiquier africain. Et raison aussi pour laquelle, justement, notre ami Richard Francis Burton est allé explorer les sources du Nil au centre de l'Afrique, le Grand Rift, parce que le centre de l'échiquier africain, c'est la partie la plus stratégique de tout le continent. Et c'est aussi des réserves d'eau potable, bien sûr, même problématique avec l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan est la case centrale du groupe de cases centrales du continent le plus central, le supercontinent eurasiatique, dont Zbigniew Brzezinski a dit, de façon assez désinvolte, un simple regard sur la carte nous montre que le contrôle de l'Eurasie implique aussi le contrôle de l'Afrique. C'est plus compliqué que ça dans la vraie vie, mais aujourd'hui en tout cas, c'est vrai. Ça ne signifie pas que l'Afrique ne pourrait pas être indépendante, mais aujourd'hui, il est clair que ce sont les puissances eurasiatiques qui peuvent avoir le plus d'influence en Afrique. La Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni ne s'y sont pas trompés, même si les États-Unis sont tout à fait capables d'influencer des gouvernements et des politiques en Afrique. Alors justement, Brzezinski notait, l'Empire américain est le premier empire à ne pas
être présent en Eurasie. Le premier grand empire international à ne pas être présent en Eurasie. Et ça, c'est sa plus grande faiblesse, c'est aussi sa plus grande force. Abraham Lincoln avait dit « Les meilleurs conquérants d'Europe ne pourraient pas boire un verre d'eau de nos rivières, parce que nous, les États-Unis d'Amérique, sommes séparés du reste du monde par deux immenses océans et avons des voisins faibles, le Canada, Pacifique est faible, et le Mexique, faible dans le sens où, comme le dit la tradition géopolitique américaine, « Rebels cause no troubles », les gravats ne causent pas de tracas, et quand vous avez un pays qui est dans une situation de semi-chaos, eh bien vous n'aurez pas trop de problèmes venant de lui. Donc les États-Unis ont cet avantage défensif majeur, mais il est vrai que du coup, pour conduire les affaires du monde, c'est en Eurasie que ça se passe, et qu'il faut être capable d'agir sur le pivot eurasiatique. Donc en 97, Brzezinski écrit dans Le Grand Échiquier « Les États-Unis doivent se déployer en Afghanistan ». Rappelez-vous d'ailleurs, nous sommes avant les événements qui ont permis de justifier l'intervention américaine en Afghanistan, mais géopolitiquement, personne n'a attendu les années 2000 pour faire de l'Afghanistan le pivot géographique de l'histoire, puisque les Anglais et les Russes se le disputaient, puisque Alexandre le Grand y est allé et y a même fondé des villes et y a même laissé, là aussi, comme pour Crassus, un peu moins prestigieux comme chef de guerre, des traces génétiques romaines jusqu'en Chine en passant par l'Empire parthe. Eh bien, Alexandre le Grand va laisser au Nouristan des gènes de Macédoniens et va laisser à l'Afghanistan sa coiffe emblématique, l'ancêtre du béret d'ailleurs. Du côté macédonien, la coiffe que mettait la cavalerie macédonienne qui était la plus proche d'Alexandre va devenir chez les Afghans le pakol et chez les Européens le béret. Donc, l'Afghanistan, pourquoi les Américains n'y sont pas restés? Ben d'abord parce qu'aucun empire digne de ce nom n'a pu jamais tenir ce terrain, ces montagnes et ce peuple, ces peuples si turbulents qui pratiquent comme d'autres peuples à l'origine des steppes le bouskashi et ces sports d'ultra-endurance où vous pouvez jouer jusqu'à l'épuisement physique des montures. Eh bien c'est vrai que les Mongols avaient un apophthegme que les dieux me protègent de la foudre et de la colère des Afghans. Alors c'était illusoire évidemment de vouloir tenir ce fameux cimetière des empires, et les Américains ne l'ont pas tenu, sans surprise, en sont partis en courant, comme l'avait dit De Gaulle d'ailleurs quand Kennedy lui avait demandé si les États-Unis devaient aller au Vietnam. Nous en sommes partis en marchant, ce qui fut vrai, une marche humiliante mais une marche tout de même, après Dien Bien Phu. Vous en partirez, vous, en courant, ce qui fut vrai aussi, avec l'évacuation de l'ambassade américaine à Saigon et les images emblématiques des femmes vietnamiennes qui tendaient leurs bébés pour les faire évacuer. Eh bien l'Afghanistan, ça a été ça. Il y a eu un moment Saigon, avec les gens qui couraient le long des avions cargo américains. Mais le Covid a fait un peu tout oublier, et puis de toute façon, on est passé à autre chose, il y a l'Ukraine, etc. Mais qu'est-ce que c'est l'opération américaine en Afghanistan? Et disons bien américaine, même si c'est horrible, parce que des peuples européens, des soldats européens sont allés mourir là-bas. Mais l'opération était américaine. La France n'a pas pris l'initiative de cette opération, pas plus que la Pologne ou le Royaume-Uni. Ce sont les États-Unis qui ont pris la tête de cette opération, au départ, nominalement, pour débouter les talibans. Ce qui signifie qu'après 20 ans, et après littéralement des milliers de milliards de dollars, eh bien nous avons réussi à remplacer les talibans par les talibans. Et à donner aux talibans la meilleure légitimité du monde, comme avec Al-Zawahiri d'ailleurs, qui était devenu une star grâce au discours de Dick Cheney et au discours de Condoleezza Rice et au discours de Colin Powell, et que personne ne connaissait avant. Eh bien, nous avons fait des talibans des stars, nous avons renforcé les talibans en Afghanistan, et en plus, cerise sur le pakol, on leur a laissé des armes, et pas qu'un peu. Alors, Julian Assange, en 2011, avait fait une déclaration. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Qui, selon Edward Snowden, qui a tweeté en ce sens, lui a valu l'exécution lente qu'il est en train de souffrir actuellement.
Et oui, Julian Assange, les Américains veulent le tuer, je crois que tout le monde est au courant de cela. D'ailleurs, Hillary Clinton, ce sont des déclarations qui sont dans ses emails interceptés, avait clairement appelé à une frappe de drone sur ce personnage qui était si peu compatible avec le programme néoconservateur. Et Julian Assange, en 2011, avait clairement dit les choses qui doivent être répétées ici, à savoir, vous savez, la guerre d'Afghanistan, c'est juste fait pour ne pas être gagné, c'est une guerre perpétuelle, qui n'est pas faite pour être gagnée, mais qui est faite pour créer le plus grand détournement d'argent public de toute l'histoire de l'humanité. C'est tout à fait exact. Comme il est tout à fait exact que la plus grande raison pour laquelle les États-Unis veulent tuer Julian Assange, d'abord son personnage avec de la character assassination et la fausse affaire de viol complètement bidon qui lui a été mise sur les épaules, mais aussi, et d'ailleurs au passage une affaire de viol a aussi été mise sur les épaules de son avocat, elle est encore plus bidon celle-là mais on y reviendra. L'idée était d'assassiner aussi bien le personnage que bien entendu la personne physique de Julian Assange, et c'est en train d'être fait et ça justifie encore plus l'exil d'Edward Snowden. Alors, c'est quoi un détournement d'argent public? Pourquoi l'Afghanistan est le plus gros détournement d'argent public de l'histoire, devant le scandale du Libor, pour lequel d'ailleurs il n'y a eu ni inculpation ni condamnation, devant la manipulation des cours de l'argent ou d'autres matières premières par JP Morgan, devant toutes les autres manipulations, le trafic de drogue, l'affaire Iran-Contras? Parce que là, on parle pas des mêmes sommes en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les gens voient le cash. Par exemple, Floyd Mayweather aime bien dire que il est le champion des braquages de banque contrôlés ou des braquages de banque légaux. Il aime bien étaler le pognon qu'il a gagné en évitant tous les contenders dangereux quand ils étaient au sommet durant sa carrière et en ne boxant jamais évidemment que dans le Nevada alors que tous les grands de la boxe ont boxé partout dans le monde, à commencer par Mohamed Ali. Mais là aussi, je m'écarte. Quand Floyd Mayweather vous met une grosse quantité de cash devant lui, vous dites « Waouh, c'est du cash, c'est beaucoup ! Il a dû gagner presque 1 milliard dans sa carrière. » Ah oui? Eh bien l'Afghanistan, c'est pas 10 fois Floyd Mayweather, c'est pas 100 fois Floyd Mayweather, c'est pas 1000 fois Floyd Mayweather, c'est au moins 2500 fois Floyd Mayweather en termes d'argent qui a été escroqué aux contribuables américains. Et je ne parle même pas des vies humaines qu'on a envoyées là-bas, se sacrifier, celles d'Européens, celles d'Américains, et évidemment celles d'Afghans qui y croyaient et qui ont été lâchés à l'ennemi parce que les États-Unis s'occupent toujours de leurs alliés bien comme il faut. Je n'ose imaginer ce qu'il se passera d'ailleurs en Ukraine quand les Américains feront la même chose. Mais tous les étudiants de l'histoire devraient tout de même se rappeler de ce qu'il se passe quand les États-Unis décident qu'un de leurs alliés n'est plus tout à fait arrangeant et devient au contraire encombrant. Au moins 2500 milliards détournés dans cette guerre d'Afghanistan légalement. Personne ne va vérifier vos bordereaux, personne ne va vérifier la légitimité de vos dépenses. Et d'ailleurs, beaucoup de barons voleurs au 19e siècle disaient qu'on peut vendre n'importe qui et n'importe quoi à l'État américain du moment qu'on a suffisamment d'aplomb. Et que des fusils complètement pétés ont bien pu être vendus en grande quantité pendant la guerre de sécession à l'oncle Sam pour 20 fois le prix, en ayant fait une toute petite modification que l'oncle Sam lui-même aurait pu faire d'ailleurs avec ses propres troupes. Donc, les profiteurs de guerre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le complexe militaro-industriel américain, ça c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'Eisenhower a mis en garde les États-Unis sur l'existence de ce complexe, complexus du latin tissé ensemble, de ce système. Qu'est-ce qui est tissé ensemble? Ce sont des sénateurs, ce sont des secrétaires, c'est comme ça qu'on appelle les ministres aux États-Unis, ce sont des entrepreneurs, ce sont des lobbyistes, ce sont des médias qui vont vous vendre la guerre, qui vont profiter de la guerre, qui vont vous dire que la guerre est bien, qu'elle est juste, qu'elle est démocratique, et qui à la fin vont pouvoir prendre de l'argent directement de la base taxable américaine et le mettre dans leur poche avec cette fameuse dette infinie qui est en réalité de l'esclavage. Donc on a volé les Américains en toute sérénité. On les a volés de 2500 milliards au minimum. Et je ne parle même pas de l'argent qui a été fait aussi avec le trafic de drogue en Afghanistan, parce que là aussi, soyons clairs,
Il faut être tout à fait raisonnable et réaliste. Quand on est un résistant, on n'a pas le temps de faire de l'agriculture. Est-ce que vous voyez, vous, Jean Moulin, aller avoir un champ de pavots en plein milieu du Vercors, où on peut pourtant cultiver le pavot d'ailleurs, à bon entendeur, en pleine résistance? Vous croyez vraiment que Jean Moulin pouvait faire ce genre de conneries? Est-ce que vous croyez vraiment que les résistants, ou d'ailleurs les talibans afghans, pouvaient se permettre de cultiver le pavot sans que la CIA soit au courant? Évidemment qu'elle l'était, et évidemment que les champs de pavots n'étaient pas cultivés par les ennemis officiels et directs des États-Unis d'Amérique. Un champ de pavots, ça se voit par satellite tout de même. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher dans une grotte. Eh bien, on sait que la CIA a trafiqué de la drogue par le passé, puisqu'on a eu l'affaire Iran-Contras et tant d'autres affaires accablantes. Donc que la CIA ait pu tirer profit et se faire une petite réserve en cash complètement indépendante du Congrès pour pouvoir financer d'autres opérations, en contrôlant la plus grande plaque tournante de la drogue au monde et le plus gros producteur d'opium au monde, ben je n'ose y croire, mais peut-être que vous, en tout cas, vous oserez. Et ça, ce n'est pas compté dans les 2500 milliards de la guerre d'Afghanistan. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 2500 milliards? Bah, l'Hyperloop, on aurait pu déployer Starlink de tout partout, on aurait pu résoudre le dessalement de l'eau de mer dans le monde, on aurait pu résoudre tout un tas d'autres problèmes qui hantent l'humanité aujourd'hui. Les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies devaient être quelque chose comme de l'ordre de 10 milliards par an pendant 30 ans, et même si ça avait été 20 milliards par an pendant 30 ans, ça n'aurait toujours été rien, mais vraiment rien, à côté de l'argent qui a été détourné dans le pivot géographique de l'histoire. Et en conclusion, ce que je veux souligner dans tout ça, c'est l'impunité. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a eu une impunité totale pour Blair, pour Bush, pour Powell, quand ils ont menti pour faire la guerre en Irak, bah on a eu une impunité totale aussi sur ces plus de 2500 milliards de dollars détournés, qui ont obligé d'ailleurs à faire tourner la planche à billets encore plus. Rappelons que l'indice de masse monétaire américain, le M1 pour le dollar, a cessé d'être publié de façon courtoise et discrète quand les États-Unis sont rentrés dans la guerre en Irak, qui d'ailleurs encore aujourd'hui est vendue par les médias comme une guerre juste, limpide, propre et justifiée, alors qu'évidemment la guerre en Ukraine, ça c'est mal, c'est impropre et injustifié. Mais bon, encore une fois, comme avec le Yémen, peut-être que la couleur de peau n'est pas la bonne, peut-être que la religion n'est pas la bonne, peut-être que l'ennemi n'est pas le bon non plus, mais en tout cas, l'Irak, c'est les méchants, et nous, on est les gentils. Et mentir aux Nations Unies avec une pseudo-fiole d'anthrax, ça pose pas le moindre problème. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, les fact-checkers, quand vous leur disiez que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive, vous traitaient déjà de complotistes. Donc, il faudrait faire justice. On peut pas avoir de paix sans justice. On peut avoir de la paix avec la prospérité qui peut amener la justice par la suite. Et dans le cas par exemple du conflit israélo-palestinien, peut-être que c'est la prospérité qui, avant la justice, amènera la paix, puisqu'il n'y a pas d'acteur aujourd'hui qui est disposé à faire justice au Moyen-Orient et qui même le pourrait réellement, sauf à contrôler complètement la région. Mais la prospérité peut être une solution. Là, aux États-Unis, on n'a ni la prospérité ni la justice, puisqu'on a détourné cette somme énorme et gargantuesque, et puisque les personnes responsables n'ont jamais été punies. Et le système responsable est encore en place et peut toujours demain vous vendre une autre guerre et détourner tout cet argent. Comme l'avait dit Eisenhower, chaque navire, chaque bombe, chaque missile construit, c'est un hôpital en moins, c'est une école en moins, c'est une part qui est prise au génie de notre temps. Et on aurait pu donner ces 2500 milliards à des chercheurs, à des médecins, à des enseignants, à des ingénieurs, à des agriculteurs, à des inventeurs, à des leaders de paix qui en auraient eu bien besoin. Mais au final, ces 2500 milliards ont simplement été jetés dans la poche de gens organisés, très riches, et qui forment un réseau puissant, et qui donc, en conclusion, n'en avaient absolument pas besoin. Si l'Afghanistan a donc toujours été le pivot géographique de l'histoire, aujourd'hui, l'Afghanistan est aussi le pivot politique de l'impunité et de la corruption.